Voilà, le BRS, comme on l'a évoqué lors de la première table ronde, c'est un remède un peu à tous les maux. En tout cas, c'est présenté parfois comme ça, et à tous les maux aussi de la ville. Donc, ça crée une nouvelle offre de logement, ça assure la participation des habitants, ou en tout cas, c'est censé le faire. Prévenir la dégradation des copropriétés, on l'a évoqué. Transformer le tertiaire en logement, ça, on n'en a pas parlé, mais ça peut aussi servir à ça. Assurer la commercialisation des pieds d'immeubles en améliorant les programmes au-dessus, utiliser des espaces qui ne sont pas, etc., etc. Donc peut-être que le BRS peut faire tout ça, mais en tout cas, tout ça aussi est déjà fait par d'autres acteurs qui travaillent sur la production d'une ville solidaire, plus juste, plus ouverte, plus inclusive, via tout un tas de dispositifs, comme par exemple l'urbanisme transitoire, des montages solidaires, l'habitat participatif, et qui essayent aussi de faire sortir cette économie un peu militante de son sillon en la rendant reproductible, généralisable, en analysant ses forces et ses faiblesses pour essayer d'en faire des modèles qui sont partageables. Alors pour parler de cette ville solidaire, 4 invités. Donc, je mets dans l'ordre dans lequel j'ai écrit Claire Goudineau, directrice RATP Habitat Accession, Flore Trottmann, cofondatrice du Sens de la Ville, Vera Lizard-Zabourou, directrice Action Logement Service et qui coordonne les programmes nationaux d'Action Logement, donc Action Cœur de Ville et l'ANRU. Et puis Xavier Point, qui est directeur du CPA-CPS et qui, si j'ai bien compris, veut faire du logement participatif un modèle économique qui ne serait pas juste réservé à quelques collectifs militants. Voilà, donc je vais vous demander pour commencer de chacun expliquer votre modèle, puisque vous ne faites pas du tout tous la même chose, mais a priori quand même vous œuvrez à ce qu'on appelle cette ville solidaire. Donc, de quelle manière? Alors, Vera, peut-être, tu commences. Bonjour à tous. Merci Catherine. Oui, en effet. Donc moi, je travaille pour alors Action Logement, hein, que vous connaissez tous sous son ancien intitulé. Alors, il faut bien mettre le micro plus près, proche. parce que il y a Le beaucoup 1% logement en dessous là. Ça va? Oui. Le 1% logement. Et qui effectivement, de manière historique, finance le logement social. Et là, plus spécifiquement, dans le cadre de cette table ronde, je suis venue vous parler des politiques publiques qui sont portées par le groupe Action Logement à la demande de l'État, et plus spécifiquement une politique publique que j'ai eu l'honneur de déployer depuis 2018 à destination de villes moyennes identifiées par l'État, alors au nombre de 222. Pour bien travailler avec elles, travailler avec leurs exécutifs locaux à conforter leur attractivité, et en ce qui concerne Action Logement, évidemment, l'attractivité résidentielle de leur centre-ville, pour bien qu'elles retrouvent en fait cette place qu'elles doivent continuer à avoir dans le maillage national dans le maillage territorial du territoire. Alors notre modèle, il est assez atypique pour une structure comme la nôtre, Action Logement, puisque dans le cadre de ce programme, on s'est mis en capacité, justement pour répondre à la diversité de ces territoires, qui sont nombreux, hétérogènes, avec des marchés de l'habitat très différents, et puis avec des enjeux politiques locaux aussi très distincts. On s'est mis en capacité d'accompagner toutes sortes de produits, que ce soit du logement locatif social, du logement intermédiaire, de l'accession sociale à la propriété, notamment en BRS. Et puis aussi, on s'est mis en capacité de travailler sur de l'accompagnement des investisseurs privés, essentiellement locaux, qui connaîtraient ces villes. Alors ces villes moyennes, qui sont, il faut peut-être le souligner aussi en préambule, des marchés qu'on considérait comme détendus, qui avaient perdu de leur intérêt pour les habitants, et notamment les locataires et les accédants, qui depuis quelques années, quand on ne parle que du logement, mais il en est de même pour les activités, partaient plutôt se développer en périphérie. Et donc cette option que nous avons prise, elle nous a fait sortir de nos modes d'intervention classiques, puisqu'elle avait deux axes forts, c'est donc de s'adapter à la diversité du besoin exprimé par les élus locaux, d'être dans une posture d'écoute, donc soit du logement locatif, soit d'autres interventions,
de prioriser aussi de l'intervention sur le bâti existant, dont on sait que ce sont des opérations, alors les bailleurs sociaux connaissent la fameuse acquisition-amélioration, qui sont des opérations complexes, soumises à de nombreux aléas, qui demandent une forte technicité au sein des bailleurs. Et enfin, le dernier volet, et qui a été non pas des moindres pour nous, ça a été de s'adresser aussi à une catégorie nouvelle d'investisseurs, de clients, que sont les investisseurs privés, avec, alors ça je prends toujours la peine de le rappeler, c'est qu'au gré de la réforme, Action Logement est devenue une société de financement, elle est agréée par la CPR, et donc je peux vous dire qu'il moi-même ai distribué de la subvention pendant une bonne partie de ma vie, distribué du prêt et de la subvention à des particuliers, c'est vraiment très complexe. Donc voilà. Merci. Donc les investisseurs privés dans le cadre d'une ville solidaire. On pourra y revenir après. Flore, donc le sens de la ville, c'est vous faites de l'aide à la stratégie urbaine. Donc qui sont vos clients en fait et qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, j'interviens peut-être à double titre, à la fois comme cofondatrice et directrice associée du Sens de la ville, qui est une structure qui fait de l'expertise et du conseil en stratégie urbaine et programmatique. On est une grosse dizaine, implantée à Paris, montée en coopérative, mais également comme cofondatrice d'une structure qui s'appelle Basse Commune, qui est une nouvelle, enfin depuis 2 ans maintenant, structure, une foncière en fait, une foncière solidaire de portage de rez-de-chaussée pour des projets à impact. Donc dans les 2 cas, on est sur un montage en coopérative. C'est important, on pourrait y revenir. Et le sens de la ville, j'aimerais juste revenir un tout petit peu sur ce qui nous a incité à créer cette structure pour bien comprendre en quoi finalement ça a un rapport avec la solidarité. On était à l'époque 3 jeunes professionnels, donc en 2015, de l'urbanisme, et un peu tous les 3 insatisfaits du constat que la ville se fabriquait dans une forme d'entre-soi, de vase clos entre services techniques, aménageurs et secteur de l'immobilier. C'est un problème pour nous à un double titre, un problème d'abord d'enjeu démocratique puisqu'on fabrique le terrain de jeu et de vie de tout un chacun, donc ça nous semblait pas complètement normal que cette fabrique se fasse en vase clos. Et puis le deuxième problème, c'est que c'était un enjeu presque d'efficacité et de pertinence, c'est-à-dire qu'on observait tous les jours que le temps de fabrique de la ville était tellement long on livrait de la ville neuve qui était déjà périmée parce que ce vase clos ne permettait pas finalement une vraie adaptation aux évolutions sociales au moment où elle se faisait pendant tout le temps de la gestation des quartiers. Donc c'est plus sur une conviction de vouloir faire fabriquer de la ville à hauteur d'homme que sur une offre de service déterminée qu'on s'est créée. Et après, ça a fabriqué une méthode et des sujets qui ont collé à cette conviction, exigence. Donc on s'est beaucoup investi sur comment déployer effectivement l'urbanisme transitoire comme ressource et levier de fabrication de la ville. On s'est beaucoup aussi intéressé à l'enjeu de la méthode en elle-même, c'est-à-dire qu'on constatait un vrai effet de miroir entre le résultat et le processus de fabrication, donc l'intégration de non-professionnels dans cette fabrication, et puis au rez-de-chaussée comme étant l'espace à hauteur d'homme. Voilà. Et donc cette dernière thématique que je viens d'aborder, le rez-de-chaussée, c'est ce qui a finalement donné naissance à Basse Commune, puisqu'en fait, en se confrontant à un certain nombre de projets très prometteurs de programmes à rez-de-chaussée qui tournaient beaucoup autour de l'économie sociale et solidaire, on se heurtait quasiment systématiquement à une impasse. Qui va être le porteur des murs de ces projets super à rez-de-chaussée? Et de temps en temps, c'était des bailleurs sociaux, mais pas toujours. Et souvent, c'était un vrai frein. Voilà. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, allez, chiche, on y va. On crée cette foncière et on s'est associé à Plateau Urbain, Sens de la Ville et Plateau Urbain. On crée cette foncière Basse Commune pour être porteur à rez-de-chaussée de projets solidaires. Merci beaucoup. Claire Goudineau, donc RATP Habitat Accession, donc un bailleur, mais avec une préoccupation des espaces publics. Donc c'est pas seulement le logement social, c'est l'habitat social, en pensant large. Et le transport public. Bonjour à tous. Donc, en effet, je fais partie du groupe RATP. Tout le monde connaît la RATP. C'est le premier transporteur d'Île-de-France et c'est le 3e mondial. Sa raison d'être, c'est de permettre l'accès
à tous au territoire. Donc déjà, je dirais que on est dans une raison d'être profondément solidaire. Et pour faire fonctionner les transports, eh bien, il faut des hommes et des femmes qui puissent se lever très tôt le matin pour ouvrir les transports publics, qui puissent travailler la nuit. Et donc, l'enjeu du logement, l'enjeu de l'accessibilité du territoire est un enjeu absolument majeur pour le groupe. Et donc, le groupe veille à cela depuis 100 ans, puisque nous avons une coopérative HLM qui a été créée en 1923. Voilà, donc en effet, bailleur social, mais également nous promouvons beaucoup l'accession sociale à la propriété. Et depuis quelques années, grâce à notre partenariat avec la coopérative foncière francilienne, eh bien le BRS, nous avons 76 logements en cours en BRS. Mais vous avez aussi une activité sur l'activité, justement. Oui, tout à fait. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, dans nos programmes, on laisse une part importante à l'économie sociale et solidaire dans le rez-de-chaussée de nos immeubles. D'accord, merci. Et Xavier Point, donc l'idée de faire de l'habitat participatif un modèle reproductible, viable économiquement, qui ne dépend pas uniquement du militantisme acharné de ses porteurs. Est-ce que ça fonctionne ? Alors peut-être déjà dire d'où on vient, parce que c'est important aussi. Voilà, on n'est pas promoteur comme ça. À la base, on est un projet d'habitants qui avons pour nous-mêmes construit un projet d'autopromotion. Et c'était ce choix et ce constat de dire qu'on ne trouvait pas sur le marché, ni dans la promotion classique, ni dans le pavillonnaire, en tout cas dans Paris et dans sa région proche, quelque chose d'accessible. On a fait le constat, on s'est dit le seul moyen d'y arriver, c'est de le faire nous-mêmes. Et donc on a passé 10 ans à faire un projet d'autopromotion dans lequel on a failli y rester plusieurs fois. Et le constat au bout de ces 10 ans, c'est que c'est pas raisonnable de faire la ville comme ça. Et qu'il faut créer des outils. Cette expérience, elle est absolument géniale, sauf qu'il faut modéliser ce parcours, le sécuriser. On parle beaucoup de sécurisation, mais la question de la participation doit être sécurisée. Et comment est-ce qu'on a un peu le beurre et l'argent du beurre? On a cette intensité de la participation des habitants et l'efficacité d'un modèle économique et d'un modèle technique qui est le maître d'ouvrage, plus que le promoteur. Donc, on a décidé de prendre cet outil qu'est la VEFA et de devenir donc promoteur immobilier et d'essayer de voir à quel moment et le plus possible on peut faire intervenir les habitants dans ce processus. Donc, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, la question de la solidarité, elle est devenue aussi un enjeu important dans la mesure où on parlait de militants, c'est de moins en moins vrai dans l'habitat participatif. Ça l'a été pendant très longtemps, mais ça l'est moins aujourd'hui. Et la question de la solidarité, elle est intrinsèque à la question du collectif. À un moment donné, on n'est pas ensemble par hasard. C'est aussi une volonté. Et nous, notre particularité aussi, ça a été d'avoir été tout de suite dans une logique où tous nos projets étaient associés avec du logement social diffus. Pour que nos projets soient le plus possible des laboratoires. C'est pas l'idée que forcément la mixité c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de très complexe, mais en tout cas s'il y a bien un lieu où il doit être expérimenté, c'est dans ce lieu de l'habitat participatif. Merci. Donc on sait d'où chacun parle. Maintenant, je voudrais vous poser une question peut-être un peu plus philosophique, mais je voudrais savoir si, à votre avis, à un moment, on a arrêté de parler de cette ville solidaire et pourquoi aujourd'hui ça revient et ça revient par quel biais? Est-ce que c'est une question économique? Est-ce que c'est une question de voir la disparition progressive ou la menace de la disparition de beaucoup de ressources qui fait qu'on se dit que peut-être on pourrait les mettre en commun, comme il était question tout à l'heure avec le sol? Est-ce que c'est des prises de conscience politiques? A priori, ça ne nous est pas dicté par un environnement politique, en tout cas dans notre pays. Mais du coup, pour chacun d'entre vous, est-ce que vous avez une idée de quand est-ce que ça s'est arrêté, ou si ça s'est arrêté, et pourquoi ça revient? Je pense qu'il y a quand même un moment qui pourrait être... Alors moi, je ne suis pas urbaniste du tout, donc je parle presque de façon un peu
sensible, enfin voilà, d'appréhension comme ça de ce que j'ai vu autour de nos projets et comment ça s'est développé. Je pense que la question du passage du moment où l'habitat est devenu un produit, avec la VEFA justement peut-être même dans les années 70, où en fait c'était les mêmes lois qui géraient le logement que la consommation. Et que du coup le logement est devenu un produit de consommation, au fond un peu comme un autre. Donc peut-être que c'est aussi ce moment-là où la question de la distance avec cette question de la solidarité ou d'un bien commun ou de l'habitat vu dans cette perspective. Moi, c'est vrai que j'associe ça aussi à la question du produit. Voilà, aujourd'hui, les promoteurs fabriquent des produits, alors que je pense que ce soit les bailleurs ou quand nous on travaille sur des projets participatifs, on essaye plutôt avant tout de fabriquer, c'est plutôt des histoires au fond qu'on construit et pas du tout des produits. Merci, oui, Flore. Oui, moi je ne sais pas si ça s'est arrêté à un moment, enfin si on a arrêté à un moment de parler de villes solidaires, parce que je pense qu'il y a plein de manières d'en parler, mais qu'aujourd'hui quand on en parle, je dirais qu'il y a un peu, enfin je vois 4 éléments sous-jacents qui convergent vers la nécessité absolue de remettre cette exigence en haut de la pyramide des priorités. C'est à la fois une baisse des dotations publiques qui amène des situations qu'on n'a pas connues depuis, que ce soit à l'école, à l'hôpital, etc., depuis longtemps, et du coup qui dévoile des situations qui sont quand même nouvelles du fait de cette baisse des dotations publiques. Je rejoins Xavier dans cette... Toi, tu parles de logement produit, mais ce qui est connexe à ça, c'est la financiarisation de la fabrique de la ville, et du coup avec un effet, une réaction contre, en mesurant tous les dégâts de cette financiarisation. Je dirais que la hausse du foncier est venue encore, sans fin, durcir cet emballement, et qu'avec une prise de conscience qu'il y a forcément d'autres modèles pour contrer cette hausse du foncier, et notamment de considérer le foncier davantage comme un commun, puisqu'on n'arrive pas à suivre. C'est ce que disait Monsieur Marchand tout à l'heure. Et puis une vraie dynamique, cette fois-ci plus positive, je pense, de réaction à une forme de crise démocratique et de vraies envies de modèles et de lieux alternatifs, de dynamique citoyenne, de dynamique collective qui souhaitent s'emparer de tout ça. Donc c'est à la fois le public qui a moins d'argent a intérêt à aller voir se déployer ces dynamiques collectives pour d'une certaine façon prendre le relais, mais elles existent pour de vrai. Enfin, je veux dire, c'est deux facettes d'un phénomène. Il ne faut pas juste voir que c'est une réponse à une baisse de finances publiques pour moi. Voilà. Merci. Alors, la question posée à un bailleur, elle est peut-être un peu différente parce que la solidarité, elle est quand même un peu dans votre ADN. Oui, tout à fait, mais j'aurais tendance à dire, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais jeune avocate, je plaidais en disant « Ah, mais monsieur le juge, la bonne foi, la bonne foi ». Et le magistrat m'a dit, maître, la bonne foi, c'est comme l'amour, ça se prouve. Et je dirais, la solidarité, c'est ça aussi, parce que finalement, tout le monde en parle, et je pense que dans ce public, on est assez bien placé pour dire oui, mais nous, on le fait. Donc, quand vous avez une station de métro qui va ouvrir dans une ville, et que vous décidez de consacrer le terrain à du logement social ou à du bail réel solidaire, là, c'est une vraie manière de lutter contre la spéculation, contre la gentrification. Quand vous dites que vous allez réserver votre production immobilière à un public modeste, des salariés qui ont du mal à se loger, la solidarité, elle est là. Alors moi, je rejoins absolument ce qui a été dit. Évidemment, je fais le lien avec la spéculation, avec toute cette financiarisation qu'on a vécue ces dernières années. Et je pense tout de même que le point d'orgue de la prise de conscience, ça a été le Covid. Et puis, c'est la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés, qui, je pense aussi, nous a fait prendre conscience que les valeurs qui étaient portées haut et fort jusqu'à présent n'étaient pas celles qui importaient, et que, là, je parle pour ma paroisse, mais on a bien vu le rôle des infirmières, le rôle de tous les travailleurs de première ligne. On a vu que pour faire fonctionner les villes, il fallait des gens qui s'engagent. Et à ce titre-là, ce que nous faisons tous aujourd'hui,
de ce logement abordable, eh bien, y répond complètement. La deuxième preuve que je dirais, mais je ne sais pas si on va en parler maintenant ou plus tard, c'est quand même celle aussi d'un certain engagement économique. Parce que finalement, pour faire du logement abordable, pour être solidaire, pour faire du BRS, il faut aussi accepter de limiter sa marge. Voilà, il faut un vrai engagement financier. Il faut se dire que oui, on promeut des activités solidaires, de l'économie sociale en pied d'immeuble, et que non, on va pas faire de marge, par exemple, sur les locaux qui leur sont dédiés. Voilà, il y a aussi quelque chose de très concret, je trouve, dans cet engagement. Et puis la troisième chose, c'est aussi un engagement plus général. Et je reviens sur ce que disait Christian sur la maîtrise d'ouvrage direct. Je voudrais juste rappeler que quand une coopérative HLM ou un bailleur social construit un immeuble, eh bien, il passe des marchés publics. Et que dans ces marchés publics, il y a des clauses d'insertion. Donc, on va insérer des publics qui sont loin de l'emploi. Ou bien, quand on améliore son bilan par des subventions de la région, eh bien, on embauche des stagiaires de la région. Voilà, donc c'est aussi tout un écosystème que cette solidarité. Merci. Oui, nous en ce qui nous concerne, enfin pour ce qui me concerne, pardon, je pense que cette notion de solidarité, elle a jamais été, j'ai vraiment jamais disparu du paysage. Enfin, c'est la loi SRU, on l'oublie souvent, c'est quand même la solidarité renouvellement urbain, et on a toujours eu des acteurs engagés, notamment les ESH, les opérateurs, les financeurs du logement social, qui ont porté cette vocation et cette ambition. Après, je partage l'idée que la crise climatique, la prise de conscience, notamment à l'occasion de la crise sanitaire et du Covid, a matérialisé l'urgence à agir. Quand en 2018, on a développé le programme Action Cœur de Ville, on est parti sur l'idée que ces 222 villes, pour celles qui voulaient relever le challenge, on pourrait en faire des incubateurs de la ville de demain. Une ville qui se veut plus compacte, plus sobre et plus solidaire, c'est-à-dire où on accepte parfois les externalités négatives, mais tout aussi positives à bien des égards, de vivre ensemble, de faire société, et donc de privilégier le centre-ville au détriment d'un développement pavillonnaire, d'un développement en périphérie au lieu de partir en périphérie. Et donc, lorsqu'on a développé les différents contours du programme en 2018 et qu'on l'a proposé aux élus, c'est vrai qu'on a eu un premier écho avec des élus très, très partants pour certains, qui avaient déjà, je pense, commencé un travail ancien de reconquête de leur centre-ville. Mais je pense qu'il y a vraiment eu une bascule pour nous, et c'était très tangible, dans le courant de l'année 2020, où vraiment, je pense, nombre d'élus se sont rendus compte qu'effectivement, les ressources, elles étaient limitées. L'urgence à agir, elle était là maintenant, et qu'on leur offrait un levier sans précédent pour concrètement privilégier le développement interne, le développement dans l'urbanisation existante de leur commune. Merci. Donc, effectivement, je parlais bien de ville solidaire, parce que le logement solidaire, on a quand même un modèle en France qui est très ancien maintenant et très efficace, même si il pourrait être encore mieux. Alors, si on raisonne de façon pragmatique, la ville solidaire, c'est ce que vous disiez, Flore, c'est la ville efficace. Enfin, en tout cas, il faut la faire efficacement pour qu'elle soit solidaire. Donc, pour qu'un plus grand nombre de gens y vivent et pour qu'il y ait des coûts négatifs qui soient évités. Donc, réfléchir aux externalités négatives pour les anticiper et les éviter. Et ça, finalement, c'est un super bon argument pour mobiliser toutes les énergies et pour aussi mobiliser la finance, c'est-à-dire pour lever de l'argent, etc. Et quand je vous entendais parler tous les deux de financiarisation, est-ce que la financiarisation dans un contexte de finances publiques en baisse perpétuelle et pas disponible, est-ce que c'est pas des bons outils, alors utilisés à bon escient, mais en tout cas pour mobiliser les énergies d'acteurs privés
qui peuvent, comme vous disiez aussi, renoncer peut-être à des marges, renoncer à des profits très élevés, etc., et mettre leurs compétences et financières ou économiques, mais là je parle quand même bien de finances quand on parle de montage, au service de cette vie solidaire. Et ça m'amène à la question suivante, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on a les outils nécessaires? Est-ce que vous avez les outils nécessaires pour développer les activités que vous souhaitez développer, ou est-ce que vous êtes soumis ou contraint par des freins réglementaires et aussi financiers, bien sûr? Mais qui veut répondre? Sur nos enjeux donc portés par le sens de la ville et Basse Commune, et là précisément sur l'enjeu des rez-de-chaussée, donc déployer avec Basse Commune foncière de rez-de-chaussée solidaire, on va dire qu'on essaye à notre petite mesure d'être une forme de bailleur social du rez-de-chaussée à impact. Et je dirais que des plus grosses difficultés, c'est que on n'arrive pas à trouver d'équivalent plafond de ressources pour le pour le logement social. C'est-à-dire que si on essaye d'objectiver qui doit être bénéficiaire d'espaces décotés pour de l'activité économique, on n'a pas de juge de paix comme un plafond de ressources. Bon, et d'ailleurs, on pourra en reparler tout à l'heure pour le BRSA. Cette difficulté-là, on l'éprouve nous, et elle nous est demandée, on y est confronté aussi par différentes parties prenantes, et notamment financières, qui essayent à la fois de mesurer l'impact et le principe de justice de pourquoi lui et pas un autre. Bon. Donc ça, c'est un sujet récurrent auquel on est confronté. Je dirais que, je ne sais pas si c'est un manque d'outils, mais c'est une difficulté, un frein, et je pense qu'on tourne autour de ce pot-là. On n'est pas du tout les seuls depuis un petit moment. Et dans notre activité toujours de foncière solidaire de rez-de-chaussée, une des difficultés aussi à laquelle on est et on va encore plus être confronté, c'est la propriété commerciale du fonds de commerce, qui fait que j'entendais la société Villeurbannaise d'urbanisme, qui est une société de portage public à Villeurbanne de rez-de-chaussée, qui est un bailleur social, mais qui fait aussi du portage de rez-de-chaussée, qui est un des acteurs qui a le plus d'historique sur cette question, a bien mis en évidence qu'en fait il y avait presque une espèce de mouvement de translation entre une valeur de bail décoté et une valeur de fonds de commerce qui prend presque arithmétiquement de la valeur, et qui ils mettent en valeur le fait qu'ils ont fait l'effort collectivement par la puissance publique de pratiquer des loyers décotés, et que 9-12 ans plus tard, quand un occupant numéro 2 arrive, quasiment les seuls qui ont les moyens d'acheter le fonds de commerce sont des franchises, et donc ils perdent l'intention de départ. Voilà, donc on essaye d'expérimenter avec quelques autres foncières solidaires ou acteurs publics ce qu'on a qualifié de bail commercial d'utilité sociale pour contourner cette difficulté. Mais donc ça, voilà, à propos d'outils, c'est un outil un peu nouveau en cours d'expérimentation. Mais bon, il y a déjà beaucoup d'outils, mais oui, il y en a encore qui manquent. Xavier? Oui, nous, en tant qu'opérateur privé à 100%, c'est vrai que notre difficulté, c'est qu'on se finance sur le marché privé, donc on est beaucoup plus cher, entre guillemets, qu'un bailleur social qui va se financer avec la Caisse des dépôts. On n'a pas accès aussi au foncier public, ou en tout cas pas de la même manière, donc c'est toujours plus compliqué. Donc c'est toujours des opportunités d'arriver à développer un projet, parce que à un moment donné, un propriétaire a vu des recours sur un foncier, qu'un projet participatif, au fond, a un autre regard du voisin, des riverains, et ça, c'est une réalité. Donc c'est vrai la question de l'outil, en fait, est la double lecture, c'est que pendant longtemps, la question de l'engagement citoyen, de projets solidaires, etc., a toujours été liée, on n'a pas les outils pour le faire. Ça, moi, je crois que c'est faux. Enfin, je veux dire que l'AVFA, au fond, est un système qui peut très bien faire des projets solidaires ou pas. Mais à un moment donné, quand même, le fait d'être sur un marché privé et d'être régi par les règles de la promotion immobilière classique, pour nous, a été vraiment un combat constant. Et c'est aujourd'hui notre difficulté pour arriver à sortir plus de projets dans les années qui viennent. Oui. Un combat constant, pourquoi, pardon? C'est un combat constant pour arriver justement à trouver des fonciers qui puissent. Nous, notre
point de départ, c'est que de toute façon... Un combat constant a existé dans ce système. Dans ce système, dans la mesure où notre parti pris pour que ça fonctionne, c'est de dire que les participants, les habitants, doivent payer moins cher leur logement puisqu'ils sont au fond acteurs, ils bossent. C'est un bureau d'études presque, et donc quelque part c'est légitime, c'est même pas une fleur qu'on leur fait, c'est normal qu'ils payent un peu moins cher leur boulot parce qu'ils vont y passer 4 ans avant d'ouvrir la clé de leur logement. Donc pour arriver à intégrer cette adéquation, et surtout qu'on construit en général quand même beaucoup mieux qu'un promoteur classique, ou en tout cas avec des prestations qui sont un peu hors normes. Donc c'est arriver à concilier tous ces éléments-là a toujours été très très difficile, et c'est aussi pour ça que en 10 ans d'existence, voilà, on a un taux de réalisation plutôt assez faible. Merci Vera. Donc je parlais tout à l'heure le recours aux investisseurs privés pour faire la ville solidaire. Ça paraît pas évident comme ça d'un premier abord. Alors, en effet, c'est vrai que nous-mêmes dans une première approche, au moment du développement du programme, ça nous a questionné, eu égard à la complexité dont je parlais tout à l'heure et que ça générait. Et en fait, je dois dire que, en effet, je suis d'accord avec vous, monsieur, c'est vrai que la question est derrière tout ça, c'est la question de volonté. C'est-à-dire que nous, on a été assez étonnés, justement, sur ces 5 ans du programme, par la détermination de certains de ces investisseurs privés et d'une grande partie d'entre eux à s'inscrire dans un projet de ville, un projet de revitalisation, à vraiment porter quelque chose de fort. Et justement, dans un dialogue avec eux, on s'est aussi amusé, alors on mobilise leur capacité financière, leur capacité à faire, leur capacité à traiter des petits bâtiments, puisque on le savait dès le départ, c'est vrai que, alors ça change progressivement, mais des petites opérations d'acquisition-amélioration de 1 ou 2 logements n'intéressaient pas forcément de la maîtrise d'ouvrage public, parce que c'est beaucoup d'ingénierie et beaucoup de travail pour une production assez limitée au final. Et c'est aussi pour ça qu'on s'était dit qu'on pouvait compter sur la mobilisation de ces acteurs pour faire des choses différentes et qui, par petites touches, pourraient aussi transfigurer en fait la perception globale d'un centre-ville. Et en fait, dès le départ, parce qu'on avait la capacité non seulement de mobiliser du prêt à taux réduit et de la subvention, en fait, l'idée a été de les challenger sur la qualité de ce qu'ils produisaient. Justement, puisque ces logements qu'on finance, ils ont vocation à être occupés par des salariés, notamment puisque, donc, je rappelle, la fonction de mission et l'essence du groupe Action Logement, qui est de servir le lien emploi-logement et donc d'accompagner des salariés modestes ou moins modestes dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Et c'est vrai qu'on est parti sur l'idée que dans ces villes détendues, eh bien, le salarié, il a peut-être les capacités à aller plus loin et ailleurs que dans le centre-ville. Et donc, un de nos enjeux a été, dans justement ce dialogue étroit au travers de nos directions régionales, de dire et justement d'aller trouver des investisseurs privés qui souhaitaient s'inscrire dans ce projet et qui intégreraient suffisamment de qualité dans leur production, comprenant que l'idée, c'était pas d'optimiser, de diviser en 4 logements une petite maison de ville parce que c'était plus rentable et que le TRI à la fin était plus satisfaisant, mais bien de s'inscrire dans un projet qui trouverait à la fin un intérêt pour des ménages qui reviendraient, qui pourraient faire le pas, non seulement de ne pas aller en périphérie, mais en plus possiblement dans la durée, au travers de programmes d'accession, de rester durablement en centre-ville. Et ça a été, je dois dire, une grosse partie du challenge. Et en fait, on a vraiment, je crois, réussi à mobiliser ces acteurs, réussi dans le dialogue. Alors, c'est pas évident, puisqu'ils ont leur rationalité économique, ils ont un taux HCSF qui leur tombe dessus. Ils ont aussi d'autres cofinanceurs, mais c'est vrai que le dialogue qu'on a voulu engager avec eux et de leur dire, voilà, et surtout à l'issue du Covid, peut-être que cette seconde chambre minuscule, elle n'a pas lieu d'être. On peut peut-être imaginer un espace de télétravail qui donnerait vraiment un surplus qualitatif à ce logement et qui va faire en sorte qu'il soit effectivement loué et qu'il soit effectivement désirable et qu'on puisse ensemble encourager cette envie de retour en centre-ville. Et les freins, il y en a ? Alors, des freins, oui, il y en a. Alors déjà, ces investisseurs, il faut les trouver, puisque nous, on a eu en début de programme... étant donné qu'on est connu historiquement pour financer de très longue date le logement social, c'était pas évident non seulement de faire comprendre aux élus nos modalités nouvelles d'intervention. On a eu beaucoup d'élus qui pensaient qu'on venait leur proposer de développer le logement social dans leur centre-ville uniquement, donc de pouvoir leur présenter la palette
qu'on avait développé pour servir leurs propos de revitalisation de leur centre-ville, ça a été un premier frein. Et puis, ce défi, enfin, une forme de déficit de notoriété, je dois dire. Et en fait, on a réussi progressivement, et encore une fois avec les collectivités qui ont joué le jeu, qui ont travaillé avec nous pour identifier tous les acteurs, tous les maillons de la chaîne de production du logement, que ce soit les notaires, les géomètres, les architectes, à justement non seulement se faire connaître sur ce registre-là et réussir à les mobiliser. Après, ça reste, on est, donc je vous le disais, soumis à la supervision de la CPR, et donc parfois on va se retrouver dans des difficultés à pas forcément pouvoir accompagner un investisseur qui serait trop juste au regard notamment d'une profession libérale qu'il exercerait et qui ne permet pas de justifier de revenus réguliers, par exemple, ou alors pour des investisseurs privés qui sont déjà dans un prêt au titre de leur résidence principale et qui veulent, parce qu'ils s'inscrivent encore une fois dans un projet local, développer non pas comme une activité conséquente, mais vraiment comme un revenu d'appoint, un investissement locatif ponctuel. Merci. Claire, vous, le frein, c'est l'accès à la maîtrise d'ouvrage direct? Oui, le frein, c'est quand même le foncier, il faut dire les choses. Il est très, très difficile d'arriver aujourd'hui à Paris, en première couronne, de sortir de beaux projets solidaires, puisque malgré toute notre énergie, tous les dispositifs qui existent, c'est quand même aujourd'hui une vraie gageure. Moi, je redis, je ne sais pas s'il y a un aménageur dans la salle, mais que c'est vrai qu'il faudrait que la puissance publique se mobilise, mais vraiment réellement, et notamment dans les grandes opérations d'aménagement, pour permettre aux opérateurs publics solidaires que nous sommes d'accéder au foncier, pour arrêter de faire des macro-lots confiés à des promoteurs qui ensuite nous les revendent en VFA. Voilà. C'est sûr qu'il y a une vraie problématique d'accès au foncier. Après, ça ne nous empêche pas les uns et les autres de se battre et de travailler des beaux projets que l'on arrive à sortir, mais comme je le disais, avec finalement un engagement très fort en matière d'heures passées et de négociations foncières et puis de marges qui sont très faibles. Voilà, pour sortir de beaux projets. Et si vous pouviez, en fait, qu'est-ce que vous pourriez faire en plus ou de mieux? Ce serait sur la qualité des logements produits, ce serait sur la qualité ou la quantité des espaces annexes? Oui, ce serait sur les prix également. Ce serait sur des espaces communs au profit des locataires, qu'ils soient verts ou qu'ils soient ce qu'on faisait avant, les locaux communs résidentiels qu'on a construits à une époque dans le logement locatif social. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit qui tombe peut-être sous le sens, mais quand on parle de BRS, il faut aussi se dire que quand on permet à certains de nos locataires qui sont dans le social aujourd'hui d'accéder à la propriété, c'est des plus modestes qu'on peut accueillir à leur tour dans le parc social. Voilà. Tout ça est un cercle vertueux. Merci. Alors, il y a dans le BRS un nouvel outil dont je ne connais pas tout à fait les détails très précis, parce que je crois qu'ils ne le sont pas encore très précis. C'est le BRS Activité. Donc on comprend ce que vous évoquiez, Flore, sur l'idée d'avoir un accès facilité à des locaux d'activité commerciaux, associatifs, etc., avec une dissociation foncier bâti. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est déjà mis en œuvre? Comment ça peut venir résoudre des questions qui vous sont posées, auxquelles vous vous confrontez? Alors, sauf erreur de ma part, on attend encore un décret d'application. Donc, il y a eu effectivement une ordonnance prise en février, je crois. Je parle sous votre contrôle. Mais du coup, on ne sait pas encore exactement comment il va très précisément fonctionner. Donc, on est encore en attente de ce décret et du coup de certaines questions qui restent pour moi encore un peu en suspens, notamment sur des enjeux de cession de bail, sur justement ce que j'évoquais sur les fonds de commerce, comment ça va se passer,
Et pour l'instant, il est indiqué que les bénéficiaires de ce dispositif seraient des micro-entreprises, c'est-à-dire des entreprises de moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Pour moi, ça tombe pas totalement sous le sens et ça boucle un peu avec cette question de c'est quoi l'équivalent plafond de ressources. On peut tout à fait avoir des entreprises de moins de 10 salariés, moins de 2 millions de chiffre d'affaires qui fonctionnent très bien et qui n'ont pas particulièrement besoin d'espace décoté. Donc voilà, ça suscite aussi cette question-là de est-ce que ce critère, il faut bien en prendre un, mais est-ce que c'est forcément le plus juste? Est-ce que l'effort qui est réalisé par la collectivité, par le collectif, va dans la bonne direction? Bon. Voilà. Mais je trouve l'intention de l'appliquer bonne, mais ça soulève encore voilà pas mal de questions. Et je regrette que pour l'instant, oui, j'ai dit que c'était les bénéficiaires étaient des petites entreprises ou des établissements publics qui pourront eux-mêmes louer à ces bénéficiaires-là. Mais il n'y a pas d'autres bénéficiaires. Donc typiquement, les foncières solidaires coopératives que nous sommes ne pourront pas vraiment s'introduire telles quelles, en tout cas dans ce dispositif. Donc ça, c'est un regret, mais voilà, je touche du bois. Mais quelqu'un d'autre veut réagir sur le BRS activité ou ce qui permettrait de faire, hein, parce que même si on n'a pas encore tous les détails sur sa mise en œuvre, l'esprit même de cette chose. J'irais plus loin presque que la question de l'activité, c'est presque aussi la question des communs qui pourrait être posée. Dans un projet d'habitat participatif, il y a toujours cette question qui est posée, des espaces communs qui soient tournés vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et je pense que effectivement, même par rapport à de l'activité, on verrait bien le modèle et l'intérêt. Mais par rapport à des communs, c'est vrai que si on a un immeuble en BRS et qu'on ne sait pas comment financer un espace collectif qui peut avoir un atout important pour le quartier, parce que justement, il y a plein de projets dans les habitants et que ces projets sont tournés vers la dynamique collective du quartier, ce serait dommage, on va dire, de se priver d'un outil qui va assez loin sur la question du logement, mais qui aujourd'hui est un peu un impensé, ou pas un impensé, mais en tout cas on ne sait pas comment s'en saisir dès qu'on a un espace en rez-de-chaussée qu'on a envie d'ouvrir sur la rue. Non, pas de réaction. Alors nous, on a approché la question du commerce pas directement, puisqu'on finance uniquement le logement et les opérateurs de logement, qu'ils soient publics ou privés. Mais c'est vrai qu'on a eu, on voit, et je dirais votre question un peu, parce que formellement, c'est vrai que sur le BRS, enfin le BRA, le BRSA, pardon, on n'a pas suffisamment exploré cette question-là, mais nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, il y a de toute façon, alors les marchés sont tous différents, et je vous le disais, moi j'ai un prisme marché détendu et ville en déshérence, mais il est sûr que le retour de l'activité, du commerce et de la micro-activité, et si on pousse le fil encore plus loin, de l'industrie sur les territoires, il est prégnant. Et c'est effectivement un des enjeux qu'on avait sur ces villes-là, c'était de produire du logement pour des salariés, mais est-ce que effectivement on a des salariés et on a de l'activité? On voit bien que c'est le chat qui se mord la queue, parce que globalement, sur nombre de ces territoires, les activités et les commerces de centre-ville se sont progressivement éloignés. Et globalement, on aurait, nous, à cœur de pouvoir accompagner ce deuxième volet, parce qu'il est en lien avec la mission première d'Action Logement, encore une fois, je le disais, et son financement par les entreprises, en sachant pas vraiment par quel bout le prendre. C'est-à-dire que c'est toujours une question de volontarisme de la collectivité locale, de mettre en place des dispositifs qui viendraient essayer de conforter ces implantations en pied d'immeuble, lorsqu'on sait que, notamment, le commerce dans ces villes, il a tendance à s'en aller, et la fonction commerciale à se resserrer sur un nombre d'artères de moins en moins important. Donc, est-ce que le BRSA, ce serait une alternative pour justement contrecarrer ce mouvement qui dit que le centre-ville, il n'y a plus vocation qu'à occuper deux principales artères, et que le challenge, c'est d'essayer de faire en sorte que tous les commerces se concentrent pour créer une dynamique très sectorisée sur ces deux principales artères?
et peut-être mobiliser les pieds d'immeuble sur d'autres activités pour diffuser en fait cette animation des pieds d'immeuble. Mais encore une fois, il faudra voir les contours et la capacité de prise en main par des opérateurs et par des acteurs publics, parce qu'on sait bien que ce sont des montages complexes. Oui, Flore. Oui, je voulais compléter en disant qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de projets urbains, certains aménageurs, enfin c'est de plus en plus fréquent même, organisent la cession des pieds d'immeuble en gardant la main, c'est-à-dire plutôt que de dire ça va être votre affaire, promoteur ou bailleur, dissocie les rez-de-chaussée en disant moi aménageur, je me fais fort de trouver un investisseur unique sur une partie du quartier pour les rez-de-chaussée. Et donc, quand j'organiserai les consultations promoteurs, le promoteur se verra imposer l'investisseur de rez-de-chaussée désigné. Donc, c'est le cas, par exemple, sur l'île de Nantes, la Samoa a désigné le groupe Chessé sur la Prairie au Duc et l'a redésigné sur le quartier République. Et dans ce jeu de contrepartie, l'aménageur impose à cet investisseur unique un prix loyer plafond. Et il impose aux promoteurs de céder leur rez-de-chaussée à un prix plafond également. Donc, on arrive à faire ce type de je ne sais pas s'il faut appeler ça bricolage, mais en tout cas d'arrangement pour garder la main davantage sur les rez-de-chaussée et favoriser diversité de vie sur les artères principales ou ailleurs. Mais c'est vrai que ce système qui se met en place... j'ai cité Nantes, mais c'est aussi Lyon ou dans tout un tas de communes d'Île-de-France. Il est insatisfaisant aussi, même si c'est beaucoup mieux que rien, parce que il offre la possibilité, in fine, à un investisseur qui peut souvent être tout à fait privé, de faire une forme de culbute à moyen terme. C'est-à-dire, il a acheté à des promoteurs des rez-de-chaussée à 1 200 € ou 1 300 ou 1 400 et on sait qu'on peut pas plafonner indéfiniment la revente. Voilà. Donc, le fait de se dire il y a nécessité d'avoir des valeurs encadrées à rez-de-chaussée et on va durablement l'encadrer par la puissance publique. Enfin, ce qui pour moi est quand même une forme ce qui va être l'intention du BRSA, je trouve ça quand même très satisfaisant. Je voulais pas en rester que aux questions que ça soulevait, mais voilà. Mais il y a quand même l'avancée, une vraie avancée quoi. Donc on verra on n'a pas idée pour l'instant de la. Moi, je suis pas dans le secret de publication du décret du Conseil d'État. Très bien. Et Claire, juste parce que vous occupez beaucoup aussi de rez-de-chaussée, de développement de terrains de sport à proximité de vos programmes, etc. Donc, l'idée d'avoir... vous restez propriétaire de toute façon en tant que bailleur de ces espaces. Oui, comme bailleur, oui. Après, on réalise pas mal d'équipements publics pour les villes notamment. Alors là, on n'a pas encore eu l'occasion de pratiquer le BRS activité puisque le texte n'était pas sorti, mais... il est sûr que c'est un produit, je rejoins Flore, qui va dans le bon sens. L'intention est bonne. L'intention de donner un nouvel outil à la ville solidaire. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Alors, j'avais une dernière question qui était, puisqu'on est là et que vous avez tous les responsables de la COP foncière en face de vous, est-ce que si vous aviez quelque chose à imaginer en termes de collaboration avec un OFS, ou si vous ne le faites pas déjà, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, non, ouais. Juste, effectivement, donc je vous le disais, le programme Action Cœur de Ville s'adressait surtout à des territoires détendus, mais on a quand même une vingtaine de villes franciliennes qui ont été inscrites dans les listes éligibles, et il est sûr qu'en 5 ans, et c'est pas faute d'avoir beaucoup œuvré et d'avoir beaucoup incité les opérateurs à regarder ce dispositif. C'est vrai qu'on a eu un écho assez mitigé auprès des élus et puis plus largement des opérateurs. Alors on a sorti des opérations et des très belles opérations. J'en visitais une pas plus tard que la semaine dernière à Rambouillet, une ancienne brasserie qui a été reconvertie, ancienne propriété du Centre des Monuments Nationaux, et qui a été reconvertie, transformée en logements sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que il y a une vingtaine de villes qui bénéficient de ce dispositif, donc je le disais, qui permet de développer notamment de l'accession et du BRS.
Et alors, on a eu quelques opérations financées, mais c'est vrai que si j'avais un vœu à formuler, c'est d'aller voir aussi ces territoires qui sont un peu atypiques. Hein. On s'explique que le dispositif est moins fonctionné en Île-de-France parce que les collectivités, contrairement à celles qui sont en région, eh bien, elles ont un marché pour beaucoup tendu. Elles ont des opérateurs et finalement ça fait longtemps qu'elles n'ont pas eu besoin elles n'ont pas un besoin d'être interventionnistes sur leur marché de l'habitat, sinon sur des grands projets de renouvellement urbain pour nombre d'entre elles. Et donc je crois que, enfin, sur des territoires, on en reparlait encore tout à l'heure, mais sur Fontainebleau, Rambouillet, Sartrouville. Mais aussi Trappes ou les Mureaux. Je sais que ce sont des territoires difficiles, mais je pense qu'il faut aussi explorer cette possibilité-là de pouvoir travailler ensemble. Merci. Nous, on a une collaboration là qui démarre avec la COP foncière à travers un projet à Noisy-le-Grand et en co-maîtrise d'ouvrage avec Copimo. Donc c'est aussi le moment où on va pouvoir faire la démonstration qu'un projet participatif est un projet vraiment assez sophistiqué dans sa méthodologie au fond, mais qui peut être tout à fait viable à une échelle qui est plus importante, puisque là on est sur 40 logements. Alors que jusqu'à maintenant, notre plus gros projet était un projet de 26 logements. Donc ça, c'est aussi une ambition qu'on a de grossir de ce côté-là pour arriver à faire que la question de la participation et de cette solidarité qui se développe à travers l'association participative et BRS puisse être vraiment un levier pour réfléchir à ce qu'on construit aujourd'hui dans les villes. Et je pense que c'est vraiment un enjeu important. Et quelque part, on a un peu l'espoir de commencer à avoir du boulot. Une réponse peut-être Moi, je travaille avec eux et je suis comblée. Je ne sais pas si COP Foncière ou Copimo ont beaucoup besoin de l'accompagnement du sens de la ville. Donc, je vois plus la collaboration avec Basse Commune sur les enjeux de rez-de-chaussée qui sont nécessaires quand même souvent pour déployer des activités un peu alternatives. Ou comme foncière directement, puisque Basse Commune, son métier principal, c'est d'acheter des rez-de-chaussée, mais on peut aussi les gérer pour compte de tiers sans forcément passer par l'acquisition. Voilà, mais je doute pas qu'on va y arriver dans les prochains temps à faire des groupements ensemble. Merci beaucoup.